Ça faisait super longtemps que j'avais envie de vous proposer sur la chaîne une interview. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Guy Hardy, qui va vous parler de tout son parcours, des rencontres marquantes dans son existence, comme ça a été le cas notamment de Guy Oslos, de Jacques Plumaker, mais également de Carlos Slutsky et de Moni Elkaïm. Mesdames et messieurs, je vous laisse tout de suite en la compagnie de Guy, à travers la première question que je lui ai posée et qui avait rapport, comme d'habitude, aux raisons qui l'ont conduit vers un métier de thérapeute. J'ai des parents qui ont choisi d'aller témoigner. Alors, ça va être un peu christique, etc. Mais donc, j'ai des parents qui avaient décidé d'aller témoigner du message du Christ dans les quartiers populaires. Tu vois, c'est bizarre. Et donc, on vivait de manière assez pauvre, mais pas une pauvreté qui est une pauvreté qui fait souffrir, puisque c'est une pauvreté choisie. Hein, tu vas témoigner du message du Christ chez les pauvres, tu viens pas avec des... Donc j'ai passé une enfance assez extraordinaire avec mon père et ma mère qui accueillaient des anciens légionnaires, des femmes battues, des sortants de prison, etc. Mais tout ça se faisait avec beaucoup de chaleur humaine. Et puis à l'âge oui, je suis le dernier de 6. Hein, c'est important parce que le dernier enfant de 6, c'est une place terrible. Non, c'est parce que ta mère, elle a un capital d'amour qu'elle donne à 6 enfants, plus tous ceux qui viennent. Puis les autres prennent le large. Et puis toi, tu te retrouves tout seul avec ta mère et elle t'aime trop. T'en peux plus. Hein, c'est ce qu'on voit dans pas mal, je trouve, de familles monoparentales où les mamans, à un moment donné, quand le gamin veut prendre un peu cette distance, elles sont dans une angoisse terrible, elles le phagocytent, etc. C'est ce qui explique pas mal, parfois, des violences d'enfants vis-à-vis de leur mère, etc. Moi, j'ai pas de tendance à devenir violent, délinquant, toxicomane. Donc, j'ai appris que dans un village à côté de chez moi, il y a un curé qui crée une communauté thérapeutique. Lang, David Cooper, ces chantres de l'antipsychiatrie qui pensaient que la folie n'existe que s'il y a des gens pour la créer. Donc, ce curé crée une communauté comme ça, et j'ai été le rencontrer en disant, est-ce qu'un jeune gars de 14 ans, ça te ferait plaisir? Et c'est la première fois que j'ai entendu parler de verticalité. Il m'a dit, mais si tu viens, ça ferait de la verticalité. Si ton père et ta mère sont d'accord, ouais, c'est super. Donc j'ai été trouver mon père et ma mère en leur disant, voilà, je peux aller vivre dans une communauté thérapeutique tenue par un prêtre, ce qui est... Et mon père a regardé ma mère en disant, on va en faire un curé, celui-là. Ils m'ont laissé partir. Et j'ai vécu, je pense, sincèrement, les 4 plus belles années de ma vie. Tu vois, tout se réglait dans le relationnel. Moi, je dormais dans la chambre d'un grand psychotique. Sa stratégie pour se protéger des autres, c'est de se parfumer avec ses selles. Et donc, ça m'a ouvert, à 18 ans, j'ai voulu faire l'école sociale. Je voulais devenir éducateur. Et puis j'ai eu toutes ces rencontres dans ma vie. Jacques Plumaker, ce monstre de la pensée systémique. Si je l'avais pas rencontré, mon Dieu, je serais triste maintenant. Et puis Guy Oslo, puis Moni Elkaïm, un peu moins, mais Moni m'a beaucoup marqué quand même. Et puis, Slutsky. Oui, ma vie, c'est une succession de rencontres comme ça, qui m'ont amené un jour à me dire, avant que je ne rencontre Jacques Plumaker, j'étais convaincu que je devais arrêter d'être éducateur. Je comprenais plus rien, quoi. Je donnais ma vie, mon corps et mon sang à ces gamins qui étaient des polis traumatisés de la vie, adolescents. Et vraiment, c'est un travail. On était tous des éducateurs post-68 hyper engagés. Et puis un jour, j'ai dit à un collègue, mais quand ils partent de notre institution, ils deviennent quoi? Et puis on s'est aperçu que c'était la cata. Nous, on les protégeait de leur famille. Et la première chose qu'ils faisaient, ces salauds, c'était retourner dans leur famille. Et donc, très très vite, cette idée de travailler avec un gamin sans travailler avec sa famille, c'est impensable. Puisqu'il retourne. Donc, t'occuper d'une gamine victime d'abus sexuels en l'isolant de tout son contexte, alors que tu sais, c'est ça qui était fou. Ça a été une blessure, et puis ça a été réparateur, et puis ça a été questionnant, et puis, mais qu'elle retourne. T'as passé 4 ans de ta vie à la protéger de ce salaud qu'il a. Et puis tu t'aperçois que ce salaud, ça reste son père. Ça t'interpelle au plus profond de toi-même. Donc ça a changé mes valeurs, ça a changé mes représentations, et puis je suis tombé amoureux de la pensée systémique.
À un point tel d'ailleurs que tu sais bien, comme tous les gens qui deviennent comment est-ce qu'on appelle ça, tu sais, des gens où il n'y a plus que cette pensée-là qui compte, je suis devenu un peu con quand même, par moments. Mais j'ai atterri. La première rencontre significative, c'est avec Jacques Plumacher, du coup? Eh bien, c'est ma blonde, mon beau. Comme tu sais, nos femmes ont une influence terrible. À ce moment-là, j'avais décidé de quitter le travail éducatif, j'étais fermier. Et puis ma femme m'a dit un jour, mais est-ce que tu viendrais voir une conférence de Jacques Plumacher? J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et puis elle m'a dit l'approche systémique. Et je me rappelle, je lui avais dit, mais ça va me servir à quoi pour le potager? Et dès que Jacques a commencé à parler, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus personne dans la salle sauf moi. J'avais l'impression qu'il me parlait à moi. Qu'il me disait, mais comment on peut s'occuper d'un gamin sans s'occuper de ses loyautés? Comment on peut s'occuper d'un gamin sans tenir compte du contexte? Et ça, je vais le garder jusqu'à la fin de mes jours. Parce que Jacques, de ce côté-là, était formateur pour moi en ne confondant pas l'approche systémique de l'intervention systémique. Le premier article que j'ai écrit, c'est sur le danger de considérer la pensée systémique comme étant la thérapie familiale. C'est comme si, avant, la psychanalyse nous enfermait dans une conception, elle a permis plein de trucs, hein, dans une conception de l'individu seul. Et puis je me suis dit, la pensée systémique, je l'ai écrit, ça me désincarcérait de ma pensée. Je pouvais penser que le comportement de ce gosse, il avait un sens dans un contexte, mais pas seulement familial. Dans un contexte où il y avait l'école, où il y avait le quartier, où il y avait... Je reviens d'une conférence à Saint-Étienne avec l'air, hein, c'est des ITEP, mais à quel point c'est vachement important pour ces structures d'arrêter de considérer que le problème du gosse, c'est un problème de famille. Les mamans étaient là, elles ont exprimé ça de manière extraordinaire. Mais tu vois, ça a été un réel apprentissage pour moi. C'était tellement facile de penser la pensée systémique en termes de thérapie familiale. T'as un problème de maltraitance, ça peut être que le père, la mère et l'enfant, quoi. Mais non, c'est peut-être plus complexe que ça. Et c'est cette première rencontre significative. Après, tu parles de quel autre thérapeute? C'est Guy Oslos ensuite qui a été marquant. Oslos, hein, ouais. Ce monstre-là. Hein, tu dois savoir que quand j'ai terminé ma formation, c'est tellement génial. J'étais tellement tout fou de la pensée systémique qu'à ce moment-là, je me suis fait engager comme éducateur chargé des contacts avec les familles dans 2 institutions. Et je recevais les familles, je faisais des génogrammes. Moi, j'adore le transgénérationnel. Je te l'ai niqué du début à la fin. Hein. Il fallait qu'ils me racontent tout. Et quand une famille me disait, mec, cette grand-mère-là, on sait pas trop bien, je dis, c'est qu'il y a quelque chose à gratter, là, il faut aller chercher, il faut aller... Et puis, très vite, je me suis rendu compte, mais les familles, elles sont intelligentes. Les familles savaient que tout ce qu'elles me disaient, j'allais le répéter au conseil départemental ou au juge. Je faisais des rapports. Je leur demandais d'être sincères et de me raconter des choses, alors que moi, les choses qu'elles me disaient dans l'intimité d'une relation, j'allais les communiquer à l'extérieur. Donc, il y avait une espèce de piège, mais absolument fou. Mais j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, en Belgique, on a eu une fracture dans le social, où on a un ministre des Affaires sociales qui nous a demandé, donc qui a pratiquement en 1 an a fermé la moitié des foyers. Ben oui, il avait fait faire une évaluation par 2 universités qui démontrait que les gamins, quand ils sortaient du foyer à 18 ans, c'était un peu la catastrophe après, quoi. Donc ce type nous a dit, mais bon, on va fermer les foyers. Mais là où il a été génial, c'est qu'il a dit à tous ceux qui perdaient leur emploi, eh bien, vous ne perdez pas votre emploi, vous avez 1 an pour me faire des propositions alternatives d'intervention. Alors tu t'imagines, moi je perdais mes 2 emplois. Et j'avais un type qui me disait, si tu as envie de créer un service, vas-y. Donc j'ai été trouver le magistrat avec lequel je travaillais habituellement, qui était vraiment un gars bien. Et je lui ai dit, voilà quoi. Moi je veux créer un centre, mais où on ne place plus les enfants dans des foyers, mais où on place l'éducateur dans la famille. Donc on place l'éducateur 4, 5, 6 heures s'il faut, on s'en fout. Ça coûte moins cher de toute façon. Et puis les résultats risquent d'être nettement mieux. Et donc ce juge tristement m'a dit, mais attendez monsieur Hardy, il y a déjà plein de gens qui sont venus me proposer ça. Mais il a ajouté, mais il y a un type de famille que personne ne veut. Et comme je me la pétais avec la systémique, je lui ai dit, mais ceux qui ne la veulent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas formés à la systémique. Moi je suis formé. Donc toutes ces familles, on va travailler avec. Et je me rappellerai toujours, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Et on en parle beaucoup, il se fout souvent de ma tête à cause de ça.
Je lui dis, mais nous, on va y arriver, parce qu'avec la systémique, il y a des techniques d'affiliation, de création de la relation, nous, on va y arriver. Et ce juge me dit, attendez, il faut que je vous précise, c'est les familles où il y a un déni total de la problématique, et de la part des parents et de la part des enfants, donc aucune demande d'aide. Et moi, je lui ai dit, mais ça, avec la systémique, ça pose pas problème. Et donc, il m'a dit, allez-y, créez un service. Donc, 15 jours après, je me présentais avec 8 collègues hyper formés en systémique, tous éducateurs, sociologues, psychologues, etc. Et on a lancé ce service où on s'est très, très vite rendu compte que c'était de l'aide contrainte pure. Alors, on passait du temps à essayer d'affilier les gens. Mais tu vois, avec ce truc systémique absolument affolant, on demandait aux gens de nous parler de leurs difficultés, alors que s'ils nous en parlaient, ça risquait de se retourner contre eux. Donc, il y avait quelque chose de dingue, quoi. Et retourner contre eux, ça pouvait être le pénal aussi, hein. Cette maman qui reconnaissait que les bleus, c'était elle qui les avait fait. Mais donc, pendant 5-6 mois, on y a cru, ce rêve systémique, tu sais, tous formés, là, waouh! Et puis après 5-6 mois, on était dans le désespoir. La seule chose qu'on arrivait à créer, c'était des gens qui devenaient des assistés. J'ai accepté toute l'intrusion. J'avais calculé après 6 mois, qu'en général, après 6 mois d'intervention dans les familles, on était 17 professionnels. Parce qu'il fallait l'orthophoniste, le machin, le ceci, le cela, etc. Et puis, malheureusement, un jour, je vais au tribunal et je vois une affiche. Il y a un type qui s'appelle Guy Osloos, qui vient donner une conférence sur la compétence des familles. Et je me rappellerai toujours, j'étais avec un collègue qui s'appelait Christian, je regarde l'affiche et je dis, tiens, voilà un psychiatre qui prend les médocs qu'il ferait bien de donner aux autres. La compétence des familles, il est con ce mec. Les familles avec lesquelles nous on travaille, leur compétence, c'est d'être des assistés. C'est de tabasser leur gosse, c'est de le faire tellement bien qu'on ne sait pas les poursuivre. C'est d'être dans le déni total, c'est d'être dans la résistance totale. Je sais pas si tu sais ça, mais les Belges, on est d'excellents contradicteurs. On aime bien aller. Donc je dis aux collègues, on va aller à sa conférence. On s'est retrouvés dans cette petite salle. Il y avait 2 types dans le fond qui n'en pouvaient plus de ce que Guy Ossoz disait, et on lui faisait bien remarquer qu'on n'appréciait pas. Mais Guy était un être humain, de mon point de vue, exceptionnel. Parce qu'il s'est aperçu que les 2 types dans le fond qui râlaient, qui le questionnaient tout le temps, etc., c'est pas des méchants. C'était des éducateurs lourdement en souffrance. Donc il est venu nous trouver à la fin. On lui a exprimé que nous, tout ce qu'il disait, c'était des conneries, puisque les familles avec lesquelles on travaillait, elles étaient dans la résistance totale. Et je me rappellerai toujours, et jusqu'à la fin des jours, Osloos m'a sorti cette phrase, tant que tu ne comprends pas en quoi leur résistance est une preuve de compétence, jamais tu t'en sortiras. Non mais tu t'imagines l'injure qu'il me faisait. Moi, formé à la thérapie familiale, éducateur, assistant social, j'avais fait l'hypnose érectionnelle pendant 4 ans, j'avais fait la PNL pendant 8 ans, il me disait qu'une famille qui résistait à un mec comme moi faisait preuve de compétence, c'était inadmissible. Alors, on l'a reconduit à l'aéroport, on va à la douane avec lui, et là, il nous a fait la pire des trucs. Parce qu'il va donner ses papiers au douanier, puis il revient vers nous, et puis il nous regarde et il nous dit, j'ai une autre idée. Je crois que la résistance des familles à votre aide, c'est plus qu'une preuve de compétence, je crois que c'est la légitime défense. Et il se lève et il s'en va. Tu t'imagines ce qu'il vient de nous dire? Parce que si les familles sont en légitime défense, nous sommes des agresseurs. Non, j'étais convaincu, juré, que j'allais aller démystifier ce type. Quand je le verrai avec une mère bipolaire, le père alcoolique, la gamine de 17 ans qui se scarifie, le gamin de 13 ans qui est en échec scolaire, le gamin de 8 ans qui fait des délires, etc. Travailler les compétences des familles, tout ça c'est du blabla. Quand je suis arrivé à Montréal, Guy m'a dit « tu m'accompagnes partout ». Je me suis dit oh, « putain, excellent poste d'observation ». Je pourrais dire à tout le monde que ce type est en foutu. Dès la première famille avec laquelle je l'ai vu travailler, je suis tombé à la renverse. Il faisait ce qu'il disait. C'était sidérant. Maintenant qu'il est décédé, je peux le dire, parce qu'il m'avait dit, j'aime pas quand tu dis ça. Je pense que Guy était, comme tous les génies, inconsciemment compétent. Tu vois, comme Milton Erickson et tout ça. Quand je lui dis, mais tu te rends compte de la question que tu as posée? Tu vas à l'inverse de tout ce que tout le monde fait. Mais non, là, tu inventes des trucs. J'ai acheté une caméra comme la tienne.
pour filmer nos entretiens avec des familles, pour lui montrer, mais regarde, tu n'es jamais dans la culpabilisation des gens, tu es toujours dans la responsabilisation. Quelle que soit la problématique, il arrivait à créer un contexte où la personne était mise en posture de compétence. Et puis ça rejoignait tellement des choses politiques chez nous. Tu vois, je pense que je viens d'une famille de gueux. Je sais pas si tu vois ce que c'est les gueux. Les gueux, c'est les pauvres. Et les pauvres, très souvent, ils sont pris en charge par plein de gens. Ils deviennent l'objet de décisions qui sont prises à gauche et à droite, dans lesquelles ils savent pas se positionner ou aller contre, etc. Et là, je voyais Guy, chaque fois qu'il rencontrait une famille, c'était presque la citoyenneté des gens qui respectaient leur capacité d'être l'auteur, l'acteur et le locuteur de leur propre vie, et pas l'objet de bien-pensants, systémiciens ou autres, qui savent mieux ce que c'est leur problème, ce que c'est. Alors, tu vois, tous les soirs, quand je terminais de parler avec lui, il y avait un truc. Je suis dit, Guy, je peux pas faire la même chose que toi. Parce que lui, il était tellement connu à Montréal que quand un magistrat ou les CLSC, je sais plus comment ça s'appelait, disait, vous allez, à une famille, vous allez travailler avec le docteur Oslo, la famille, elle disait, oh, si c'est lui, oh, lui. Donc, les gens passaient à l'adhésion. Je disais, je peux pas faire ça, moi. Quand un juge dit à une famille, vous allez travailler avec le grand Guy Hardy, les gens disent, c'est qui cet enculé, là, ou cet enfoiré, là. Et je me rappelais toujours, je lui avais dit, mais comment on doit faire? Et tu vois, Guy Ossoz était un type tellement extraordinaire que il pouvait pas me dire. Son concept, c'était de créer des contextes où tu mets l'autre en posture de compétence. Donc, il allait pas me dire à moi ce que je devais faire. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais Guy, pourquoi est-ce que vous les éduquez? Vous me prenez toujours pour des cons. Pourquoi tu me poses la question? Je suis psychiatre. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire quand une famille vient et qu'elle est envoyée par quelqu'un d'autre. Et là, le conseil qu'il m'a donné, c'est rentre dans ton bled. Mets-toi autour de la table avec tes collègues et faites de l'intelligence collective. Je suis rentré de Montréal et j'ai dit à tous les potes, on s'assied autour de la table. Maintenant, on va réfléchir à qu'est-ce qui se joue quand une famille doit accepter de l'aide à la commande de quelqu'un d'autre. Et on s'est mis à réfléchir. Et j'ai eu une équipe. Mais moi, je pense que quand tu poses des questions de sens et que tu es respectueux de tes collègues, il y a une intelligence phénoménale qui se libère. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Vraiment. On s'est mis à analyser le paradoxe, à développer des stratégies. Ça a été vraiment génial. Et la troisième rencontre, tu disais, c'est Slutsky, entre autres, ou... Mais Slutsky, je l'ai vu à Liège, j'ai pu aller discuter avec lui. Mais tu vois, quelqu'un qui nous ramène tellement à la dimension politique, qui dit que si, son idée maîtresse pour moi, c'est que si une institution de soins devient une institution violente, il n'y a plus personne qui s'y retrouve. Et tu vois, c'est ce que je vois en France. En France, vous avez inventé la loi de 2007 pour protéger les enfants. Donc moi, je ne pense pas qu'il y avait un salaud qui voulait... Mais il faut quand même se rendre compte que la loi de 2007, en créant les informations préoccupantes, a créé une ignominie. Tu vois, j'ai fait des fiches, j'ai pas osé le mettre cet après-midi, mais sur lequel est écrit tout ce que vous allez me dire peut être tenu contre vous. Alors, je sais, peut-être les thérapeutes en privé ne devraient pas le mettre. Et encore, en France, je suis pas sûr. Allez, je l'ai raconté cet après-midi, mais il y a pas longtemps, j'ai eu un papa qui est un enfant polyhandicapé, il rentre dans mon bureau et il me dit, donc son bébé a 1 an, il est anacéphale, il est sourd, il est aveugle, il n'a pas de réflexe de succion. En fait, t'imagines la lourdeur du truc. Je rentre dans mon bureau, dans le petit centre que j'ai, le type ferme la porte, il rentre, il se retourne, il pleure, il me dit, j'ai du dégoût quand je m'occupe de lui. Dis-moi ce que je dois faire. Je dois faire une information préoccupante. Je dois le signaler. Alors qu'il vient de faire un acte d'un courage. Ou bien est-ce que je dois me mettre à travailler avec? Tu vois, j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de l'inceste, etc. Quand une gamine vient te dire, papa me tripote, comment tu réagis? Pour devenir, non pas pour te sécuriser toi, mais devenir un adulte fiable qui va lui permettre à elle de vivre. Je le dis tout le temps, ces gamines et ces gamins, ils sont victimes de la toute-puissance. Ils deviennent l'objet de la toute-puissance perverse d'un adulte. Ils parlent, ils deviennent l'objet d'un système protectionnel. Ça veut dire qu'on les laisse à la place d'objets. Et si tu pouvais donner des conseils à des jeunes générations de thérapeutes, qu'est-ce que ça pourrait être?
Alors, ça va peut-être te paraître un peu bizarre. La première chose que j'aurais envie de leur dire, non, c'est parce que j'en ai marre de cette... Tu rencontres un éduc, tu lui dis, ah, t'es éduc, c'est super. Il dit, tu rigoles ou quoi? Tu dis, on n'a plus d'enthousiasme à faire notre métier. Donc, le premier conseil que j'aurais, c'est, putain, apprenez à parler de votre métier en étant fier de ce que vous faites. Tu vois, quand je donne des formations, mais toi, tu donnes aussi des formations. Un petit exercice que je fais souvent avec les gens, c'est de leur dire, vous allez vous mettre par groupe de 2, pendant 5 minutes, et chacun de vous, vous allez raconter une situation dans laquelle vous estimez avoir été excellent. Eh bien, tu sais que la réaction, c'est... T'as devant toi des éducateurs, ça fait 10-15 ans qu'ils travaillent, tu leur demandes une situation dans laquelle ils ont été excellents, et tu as... Non mais ça parle de nous, ça. Ça veut dire qu'on sait pas reconnaître qu'on a des compétences. Tu leur demanderais, parlez-moi d'une situation qui pose problème, putain, ils se lèvent tous en disant, putain, j'en ai 200 dans la terre. Vous savez, sur quoi est-ce que nos études aussi, nous apprennent à nous focaliser, comme dans les familles. Quand tu vas dans les familles, tu vois pas la capacité de cette maman à faire ça et ça, tu vois surtout le problème. La deuxième chose devenez militants, les gars. Quand je donne des formations actuellement, dans chaque formation, et c'est pas une généralisation, j'ai en général une personne qui se met à pleurer quand je parle des informations préoccupantes. C'est un professionnel qui a été signalé. Qui a connu ça, ouais. Et qui va, enfin la dernière fois c'était super parce que je dis à la personne pleurer vraiment, je lui dis mais est-ce que tu veux sortir, te ressourcer un peu? Elle m'a dit non, je veux témoigner. Je dis c'est un choix que tu fais, je trouve respectable, vas-y. Et elle va nous expliquer que, alors c'est une histoire complètement banale, Elle va chez une copine avec son petit garçon, la copine a une piscine, le petit garçon tombe dans la piscine, elle plonge dans la piscine, elle sort son petit garçon, le petit garçon, comme s'il avait avalé de l'eau dans les poumons, quoi. Elle est inquiète, c'était le premier, le quatrième, elle aurait dit ça va, quoi. Mais elle descend à l'hôpital, tu t'imagines, une bonne mère, elle demande aux urgences pédiatriques, on vérifie, il n'y a rien. Elle rentre chez elle et elle apprend quoi le lendemain? L'hôpital a fait un signalement pour défaut de surveillance. Et elle va nous expliquer à toutes que elle et son mari être évalués par une assistante sociale et une infirmière, une puéricultrice. 3 entretiens. Elle va expliquer à quel point ça les a détruits. D'avoir cette suspicion, on n'est pas des bons parents, puisqu'on nous suspecte d'eux. Et plus ils cherchaient à montrer qu'ils étaient des bons parents, plus ils avaient le sentiment que la suspicion devenait grande. Alors cette dame a dit, devant tout le monde, et je trouvais que c'était tellement extraordinaire, parce que je pense aux familles avec lesquelles moi je travaille, qui viennent de l'extrême précarité. Elle a dit, tu sais, depuis qu'on a été évalué, même si l'évaluation a terminé par il n'y a rien, ils savent plus comment se positionner par rapport à leur gosse. Parce qu'ils ont l'impression, quelle que soit la position qu'ils prennent, c'est pas la bonne. Quand tu sais que Cyrulnik dit que pour qu'un enfant évolue bien, sereinement, il faut un contexte sécure. Et elle disait, on hésite tout le temps, on est mal, etc. Et la deuxième chose qu'elle a affirmée et qui m'a traumatisé à mort, c'est que la prochaine fois qu'il y aurait quelque chose de grave avec le petit, c'était pas sûr qu'ils allaient descendre à l'hôpital. Ce que je trouve de grave, c'est qu'un papa et une maman qui ne jouent pas le rôle de papa et maman, donc ils mettent pas des limites, parce que moi je veux bien que être papa et maman, c'est aimer. Je suis d'accord avec ça, c'est aimer à crever, mais c'est aussi mettre des limites. Mais ils ont l'impression que quand ils mettent des limites, le gosse peut se retourner contre eux. Donc ça veut dire que de plus en plus de parents laissent tout faire. Et alors on me dit de plus en plus, comme cet après-midi, que les enfants sont dans la toute-puissance. Mais je dis, mais vous êtes tarés ou quoi? Vous leur faites porter à eux notre incompétence à nous. Ils sont dans la toute-impuissance de rencontrer des adultes fiables. Ça veut dire quelqu'un qui assume. Peut-être que ce que je fais, c'est pas extraordinaire, mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Eh bien, moi, j'ai de plus en plus de familles avec lesquelles je travaille, ils savent plus. Mais de plus en plus d'éducateurs. Tu vas voir dans les foyers, je suis désolé, mais dans les foyers, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est pas les éducateurs qui gèrent le foyer. C'est les gamins. T'as un gamin de 10 ans qui arrive et qui dit « je fugue », t'as personne qui court après pour le ceinturer en disant « hé, Coco, la personne chargée de te protéger, c'est moi ». Non, on va vite courir, envoyer à la gendarmerie un avis de fugue. Mais on est où, là? Et on est en train, je te jure, je pense sincèrement, de créer des enfants fous. Et quand je vois le nombre de gosses en Mex, traités au Risperdal, au Terséan, à la Ritaline,
Hein, j'ai été il y a 2 ans en Alsace, 7535 informations préoccupantes sur une année. Qui peut gérer ça? Alors, tu as des gosses dans la pile qui sont lourdement maltraités, ils sont dans la pile. Une dernière question, peut-être si tu avais la possibilité de passer une journée avec une personne, vivante ou morte, depuis des décennies s'il le faut, avec qui est-ce que tu aimerais passer une journée de ta vie? T'imagines le piège que tout le temps. Si je ne dis pas ma femme, qu'est-ce qu'elle va penser? Donc après ma femme. Tu vois, la question que tu me poses, j'ai presque une collection de gens qui me reviennent dans la tête. Ce que j'appelle moi mes tuteurs de résilience. Je pourrais te dire le frère Mathieu, tel prof d'humanité, tel... Si j'avais pas rencontré ces gens-là, je serais devenu un bon petit délinquant, par exemple. Si j'avais pas rencontré le frère Mathieu, j'aurais été en CLIS, en école spéciale. Mais ce mec, il a été absolument extraordinaire avec moi aussi. Donc, j'ai pas une personne en systémique. Jacques, il a désincarcéré ma pensée. Moi, j'étais, tu sais, dans des pensées très causalistes, etc. Puis tu rencontres un mec qui te dit, mais non, l'anodin peut être quelque chose d'extraordinaire. Ouais, tu te mets à penser. Et puis, la deuxième chose, oui, Guy Oslos. Guy Oslos, ça a été mon autorisateur. C'est la personne qui m'a... Moi, je venais d'un milieu quand même très ouvrier où t'as juste le droit de fermer ta gueule, quoi. Et ils sont tellement plus intelligents. Je peux te raconter une anecdote pour rire. Dans la première conférence que je donnais avec Guy Oslos, c'était à Bruxelles, sur mon bouquin. Je fais ma conférence sur mon bouquin assez chouettement, je suis assez fier de moi. Et puis, on arrête, et puis il y a une personne qui se lève pour me poser une question. Et elle me dit, vous avez quoi comme diplôme? Oslos se lève, il va trouver le type qui me pose une question, c'est un psychiatre. Et il lui dit, quelle est la pertinence de votre question? Puis le mec ne sait pas répondre. Oslos se rassoit, je me rassois. Le type relève la main et dit, vous avez quel âge? Oslos se lève et dit, c'est quoi la pertinence de votre question? Voilà, j'espère que vous aurez passé un aussi agréable moment que moi en la compagnie de Guy. Je vous mettrai bien évidemment dans la description un lien directement vers son ouvrage et si vous souhaitez vous le procurer, c'est un incontournable. En ce qui me concerne, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans un prochain épisode de Confidences de thérapeute et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.